tides. Le trafic aérien au-dessus de New York et du New Jersey est annulé. À 7h41, la bourse de New York est fermée pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre. Sandy est à 500 km de New York et l'eau atteint déjà le sud de Manhattan. C'est le début d'une onde de tempête, une élévation du niveau de la mer due à des vents extrêmement puissants. Le vent force l'eau à s'amonceler. Une fois que l'onde de marée atteint les côtes, elle ne peut se déverser que sur les terres. L'onde de tempête doit atteindre New York à marée haute. C'était le pire scénario imaginable. Marée haute, la pleine lune, une onde de tempête d'une taille record avec des vents très puissants. Tous les éléments étaient réunis pour élever le niveau de la mer. La ville a désormais deux ennemis, la marée et les vents. Le chasseur de tempête Scott McPartland se trouve dans le Queens, un quartier périphérique de New York. On a quitté la maison vers 11 h le lundi matin, le jour de la tempête, et on s'est dirigé vers Whitestone Point. L'eau passait déjà par-dessus les rambardes. Elle inondait certains quartiers et coulait déjà dans les jardins et les maisons. Il était pourtant encore très tôt. Le pire était à venir. On a alors compris que cette tempête allait être extrêmement dangereuse. Dans l'après-midi, les vents atteignent les 145 km/h. Scott essaie de suivre la trajectoire de Sandy. Je suis allé à Rockaway Bridge vers 16 h. Il y avait déjà beaucoup d'eau. L'eau atteignait la promenade en bois. L'onde de tempête était puissante. Pour la première fois, l'océan me faisait peur. On aurait dit des rapides. Toute la promenade en bois vacillait. Le long de la côte Est, les habitants sont inconscients du danger. Il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. La plupart comprenaient la gravité de la situation, mais certains n'y croyaient pas. Rockaway est une station balnéaire populaire située dans la zone d'évacuation. Comme beaucoup de ses voisins, Shatisha Wood décide de rester dans sa maison avec ses 6 enfants. Je n'arrêtais pas de me dire, pourvu que le toit ne s'envole pas. On avait l'impression que la maison commençait à s'effondrer. On entendait le vent souffler à travers les vitres. La maison s'est mise à se balancer. Ça ressemblait à un tremblement de terre. La lumière a vacillé, puis elle s'est éteinte. Elle est revenue, mais vers 17h30, l'électricité a été coupée. Il faisait nuit. Mes enfants m'ont dit « Rallume la lumière, maman !» Je leur ai répondu que c'était impossible. 10 km plus loin, la communauté ouvrière de Breezy Point s'attend à être touchée. Les pompiers bénévoles se préparent depuis des jours à protéger les 15% d'habitants qui ont choisi de ne pas être évacués. On avait des réserves de nourriture, des sacs de couchage. Notre objectif était de rester à l'abri et de s'assurer que les batteries des camions, l'eau et le gaz fonctionneraient. Mais ils ne mesurent pas l'importance de la marée de tempête. À 17h30, les vagues ont déferlé. C'était 2h30, 3h avant marée haute. L'eau débordait de partout. Ça y est, les vagues arrivent à cause de la marée de tempête. Il y a 15 cm d'eau. C'est parti! La tempête a frappé comme la foudre. Elle a tout emporté sur son passage.
Les pompiers doivent abandonner leur caserne et se réfugier à leur clubhouse dans les hauteurs. L'eau progressait toujours. Le clubhouse a été inondé. Le sol était en marbre. L'eau bouillonnait de partout. Il restait encore 3 heures avant la marée haute. La soirée s'annonçait intéressante. New York est vulnérable car la forme du littoral amplifie l'onde de tempête. L'entrée du port de la ville se situe dans un coude entre Long Island et le New Jersey. Cela forme un entonnoir et les vagues frappent directement Staten Island, le sud du Queens et le port. Il y a une seconde ouverture sur l'East River qui rejoint le Long Island Sound. Le Long Island Sound a la forme d'un entonnoir. Les vents s'engouffrent dedans jusqu'au port de New York. Le port reçoit des vagues venant de 2 directions différentes. C'est ça qui est effrayant. Les spécialistes ont fait des progrès énormes concernant les prévisions de trajectoire des ouragans. Mais ils maîtrisent moins les données concernant les ondes de tempête. La recherche s'intéresse beaucoup aux ondes de tempête. Mais on n'a pas appris beaucoup de choses ces 10 dernières années. Les prévisions météo avaient été faites du mieux possible, mais elles sous-estimaient l'importance de l'onde de tempête. 2 heures plus tard, Sandy touchera le littoral. Mais les New-Yorkais ressentent déjà ses effets. La houle inonde la péninsule de Rockaway. Il faisait de plus en plus sombre. Le niveau de l'eau montait. Mon fils de 14 ans m'a dit « La voiture de papa est recouverte d'eau ». Je n'y croyais pas. J'ai regardé par la fenêtre, la voiture était sous l'eau. Les gens appelaient à l'aide. C'était un cauchemar. Dans le sud de Manhattan, les responsables des entreprises d'électricité regardent l'eau gagner du terrain sur les systèmes électriques proches du centre financier de Wall Street. Vers 19-20 heures, on nous a averti que l'eau pénétrait dans les souterrains. Le système électrique de New York est divisé en 64 réseaux. À Manhattan, l'essentiel est concentré en sous-sol ou enterré sous les rues. Si on ouvrait les rues de New York, on trouverait une mine de câbles. L'eau de mer a commencé à infiltrer les systèmes électriques. Un très mauvais mélange. On s'est retrouvé dans la situation où il fallait débrancher les réseaux électriques. Cette coupure préventive est contraire à notre mentalité d'avoir des services qui fonctionnent 24 heures sur 24. Pour la première fois de l'histoire, Wall Street, le plus grand centre financier au monde, n'a plus de courant. On savait que ça allait avoir une incidence sur le monde entier. À Staten Island, la tempête a plongé la zone dans l'obscurité. Il y a des coupures d'électricité partout dans la région. Je suis resté jusqu'à 19h30, 20h, pour essayer de déplacer les voitures un peu plus haut. Le temps que je revienne mettre des vêtements secs, j'avais de l'eau jusque-là. On aurait dit un tsunami. Linda et Bob, les parents de Michael Clark, habitent à côté de chez lui. Comme beaucoup d'habitants des zones d'évacuation, ils sont réticents à abandonner leur maison. On a 2 chiens et un chat. Et des poules. 2 poules, dont il se soucie plus que tout. Elle nageait le dos crôlé. Alors il a dit, on va rester.
Quand Linda décide finalement de partir, c'est trop tard. J'ai voulu démarrer la voiture et j'ai vu une énorme vague arriver sur l'avenue Cedar Grove. Au moment où j'ai voulu sortir de la voiture, la vague s'est abattue dessus et j'ai dû batailler pour sortir car l'eau bloquait la portière. J'ai essayé d'atteindre la maison, mais l'eau m'emportait. J'ai hurlé et Bob m'a aidé à sortir de l'eau et à monter les escaliers. On a couru vers la chambre. Il disait qu'il fallait qu'on aille au grenier. À la caserne des pompiers de New York, les appels d'urgence en provenance de Staten Island se multiplient. Les gens appelaient pour dire qu'ils étaient coincés. Il y avait tellement à faire uniquement à Staten Island. J'avais peur que Staten Island soit littéralement rayé de la carte. J'y habite et ma famille était restée là-bas. Dans le reste de la ville, les quartiers en hauteur sont épargnés. J'écoutais les infos et je savais que les zones les plus proches de la mer allaient être touchées par une énorme tempête. Mais je n'étais pas inquiète pour notre sécurité à Brooklyn. Jake, 24 ans, le fils de Maria, décide d'aller voir une amie. Jake m'a dit qu'il sortait. À la télé, on disait que le pic de la tempête allait être dans 40 minutes. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment de sortir. Il m'a répondu que Jesse avait besoin de lui. Alors il est parti. Le 29 octobre à 20h11, l'œil de l'ouragan Sandy atteint la côte du New Jersey. Dès que l'œil atteint les terres, c'est d'une violence intense. Il concentre toute l'énergie et le vent. Guy Ferraro est sur la côte du New Jersey. Le vent souffle à 160 km/h. Le vent s'est mis à souffler terriblement. On aurait dit un train arrivant à toute allure. J'avais 10 portes coulissantes à l'arrière de la maison. Elles ont explosé sous la force du vent comme une bombe. Quelques minutes plus tard, le toit s'est envolé. On se serait cru dans Le Magicien d'Oz. Un de mes amis avait 2 gros bateaux qui avançaient en pleine rue, à toute allure. Il faisait au moins du 30 km/h. J'ai appelé ma femme au téléphone. Je lui ai dit que j'étais désolé de ne pas être parti et que je n'étais pas sûr de m'en sortir. Sincèrement, je ne le savais pas. À Rockaway, Shatisha Wood et ses 6 enfants sont menacés par l'eau. Elle appelle les secours. Je suis tombée sur un répondeur qui disait que chaque appel était important et qu'il fallait laisser un message. Je n'allais pas laisser de message. Je me suis mise sur Twitter et j'ai envoyé un tweet. Au secours, les pompiers de New York. Au centre d'appel de la brigade des pompiers, l'attachée de presse Emily Raimi est submergée de tweets désespérés. J'ai reçu énormément de tweets de gens qui ne pouvaient plus appeler. Beaucoup arrivaient encore à se connecter sur Twitter et c'était leur façon d'appeler à l'aide. Parmi les milliers de tweets, celui de Shatisha retient son attention. Elle et ses 6 enfants étaient coincés à l'intérieur. L'eau montait et elle paniquait. Elle avait peur pour ses enfants. Je devais faire quelque chose pour l'aider, alors j'ai appelé le service d'intervention des pompiers. À Manhattan, l'Hudson River est sorti de son lit et inonde les rues.